Les surdoués ont de très bonnes raisons d'être fâchés contre la psychanalyse. Pour ceux qui ont envie de se faire du mal, je vous propose de prendre un bouquin, qui est un bouquin collectif, qui s'appelle, je crois, La fabrique des surdoués, et qui est un bouquin écrit par, je ne sais plus combien ils sont, 15, 20 psychanalystes qui font des articles sur la douance. Bon, à peu près, hein, on va dire, globalement, à peu près aussi consternants les uns que les autres. C'est un assez bon reflet de ce qu'une certaine conception de la psychanalyse, utilisée au fond pour soutenir un regard extrêmement normatif sur le monde, peut dire sur la douance. Alors évidemment, la douance, elle est conçue là comme on part d'habileté cognitive. Et finalement, elle est conçue comme quelque chose au fond d'assez pathologique. Alors il y a notamment tout ce qu'on peut, tout ce dont on a l'habitude autour d'une théorie très naïve et des vases communicants où il y aurait un surinvestissement intellectuel qui serait forcément au détriment d'autre chose, qui partirait d'une carence fondamentale dans le rapport au corps, dans le rapport aux affects, dans le rapport aux émotions, etc. Et que du coup, ce surinvestissement intellectuel témoignerait d'une volonté de maîtriser. Bon. Il y a ça, il y a évidemment tout sur l'immaturité, sur l'infantilisme des surdoués, etc. Enfin bon, c'est décliné, insupportable. Enfin, pour ceux qui en ont la curiosité, ça peut valoir le coup d'aller regarder tout ça évidemment asséné avec force, argument d'autorité, enfin bref. Donc, bien sûr, cet aspect-là de la psychanalyse, il est très pénible, et un certain nombre de surdoués y ont été confrontés. Ils ont été confrontés aussi parce que, par exemple, ils sont allés faire une analyse et quand ils ont essayé d'amener la question de la douance, on leur a répondu que c'était même pas une question. Cela dit, heureusement, ou malheureusement peut-être parce que finalement on se porterait beaucoup mieux, la psychanalyse n'a pas le privilège de l'esprit obtus. Et chez les psychiatres, chez les pédopsychiatres, chez les psychologues, il y a aussi un nombre de conneries qui s'écrivent sur le sujet qui est vertigineux. Et de conneries péremptoires, je me suis retrouvé il n'y a pas si longtemps sur le même plateau qu'un éminent personnage qui passe de plateau en plateau péroré et dire à peu près les mêmes choses d'un ton confit de certitude et de satisfaction de soi. Il vient dire que de toute façon, surdoué c'est une chance, que c'est juste un surplus d'intelligence et que les surdoués en échec, grosso modo, c'est leur faute ou c'est parce qu'ils ont d'autres problèmes, que le surdoué qui n'arrive pas à l'école, c'est parce qu'il a d'autres problèmes, il est surdoué et il a des problèmes, mais qu'en tant que surdoué, c'est juste une habileté, il n'y a aucune raison que ça se traduise par une difficulté en quoi que ce soit. Ce qui, au passage, évidemment, permet de ne rien interroger, ni sur l'école, ni sur les autres institutions. Ça permet de se dire que globalement, on est dans un monde qui fonctionne bien, et que quand on est plus intelligent, normalement, on est d'autant plus adapté à ce monde qui fonctionne bien. C'est une idée tellement de bon sens, et il lâche ça avec une immense autosatisfaction. Bref, et il n'est pas psychanalyste, hein. il est anti-psychanalyste. Bon, enfin bref, il y a finalement... c'est plutôt de se défendre d'un ensemble de discours consternants qui, au fond, malgré les clivages idéologiques, disent tous la même chose. C'est plutôt ça l'enjeu. Mais enfin, reconnaissons que je suis psychanalyste, c'est important de le reconnaître. Du côté de la psychanalyse, il y a effectivement une partie des pages les plus consternantes qui se sont écrites là-dessus. En même temps, j'assume le fait d'être psychanalyste. J'assume le fait de choisir ce mode de travail, et c'est en relation assez étroite avec la conception qu'on se fait de la douance. Non pas que je pense que la psychanalyse est la solution miracle pour tout surdoué pour travailler sur lui-même, au contraire même. Finalement, c'est même la prétendue existence
de solution universelle pour les surdoués, qui est déjà, à mon sens, une absurdité. Parce que si on revient à nos hypothèses fondamentales, à ce par quoi on essaye d'approcher la question de la louance, une fois qu'on a dit qu'il y a un certain nombre d'individus qui, pour des raisons sur lesquelles on ne tranche pas pour l'instant, ne se construisent pas par adhésion inconditionnelle avec les récits collectifs des groupes auxquels ils s'identifient, on n'a encore rien dit. C'est-à-dire que ça donne pas des traits de caractère, ça donne pas une homogénéité dans le rapport au monde. Il peut se passer beaucoup de choses à partir de là. Beaucoup de choses. Des choses qui peuvent emmener vers la pathologie, des choses qui peuvent emmener vers un développement très aigu de certaines facultés cognitives, et puis sur des rapports au monde extrêmement distincts. Parce que, bien sûr, il faut du récit. Bien sûr, il faut donner du sens à son existence. Ça, c'est un impératif. Et bien sûr que, finalement, pour celui qui n'adhère pas au récit tel qu'on lui propose, il est en demeure de bâtir. Mais comment va-t-il bâtir? Pour donner un exemple parce que ce qu'on est en train de poser est très en amont de la construction de la personnalité. Donc pour donner un exemple de comment ça peut diverger, finalement, ce à quoi sert l'adhésion au récit collectif, c'est-à-dire le fait d'adhérer à quelque chose, à un récit qui met en ordre le monde et qui attribue donc des significations à l'ensemble des gestes, des actes, des choses. Ce à quoi ça sert déjà, rien que dans la perception, c'est avoir un filtre qui va permettre de trier les informations perçues. Ce qui est essentiel parce qu'on perçoit tellement d'informations qu'il faut bien pouvoir déjà les interpréter. Non pas consciemment, il faut déjà que l'inconscient cognitif les interprète dans n'importe quelle situation, quand on marche, quand on est dans la rue. Bon. Ce filtre est constitué par l'ensemble des croyances de l'individu, et si l'individu reçoit donc des croyances de ses parents, du monde extérieur, et reçoit grosso modo un système de croyances qui lui dit voilà, le monde est comme ça, voilà ce à quoi il faut s'attendre, bon. Du coup, il a déjà un filtre perceptif. Pour celui qui doit reconstruire, le danger, c'est de se retrouver sans filtre et de se retrouver noyé sous les informations. Une des solutions possibles, c'est de verrouiller. C'est du coup, pour ne pas être noyé sous les sensations et sous les perceptions, finalement, d'établir une barrière assez radicale qui fait qu'il y a tout un champ de perception qu'on ne va pas traiter. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, je suis en train d'aller progressivement vers ce qu'on appelle le spectre autistique. Sans trancher sur la cause, mais du processus qui peut conduire, pour le coup, ça me paraît tout à fait pertinent, ces approches qui sont en train de dire depuis quelque temps, qu'elles soient neurobiologiques ou psy, de différentes obédiences, que contrairement à ce qu'on a cru longtemps, la plupart des gens qui sont concernés par la question de l'autisme n'auraient pas un déficit d'empathie, par exemple, ou de neurones miroirs, mais au contraire, finalement, c'est pas tellement qu'ils ne seraient pas capables de percevoir les informations, c'est que d'une certaine manière, ils en percevraient trop. Et que du coup, en percevant trop, pour ne pas se noyer, un des modes de défense serait effectivement l'érection de barrières très grandes qui font comme s'il ne percevait pas. Et plutôt parce qu'il est, entre guillemets, trop sensible par rapport à la norme. Bon. Donc, ça c'est une des voies possibles. Une des voies possibles, c'est aussi d'ailleurs que ce verrouillage s'opère dans des champs, c'est-à-dire qu'il y ait un certain type d'information qui soit non traitée ou rejetée, mais qu'il y ait des champs, que finalement le monde se rétrécisse imaginairement à un certain nombre de champs, les objets mathématiques par exemple, etc. Si possible d'ailleurs un champ ordonné, un champ qu'on peut fantasmatiquement maîtriser, et que là, en revanche, la perception se déploie dans toute sa finesse. Bon. De ces champs qui possèdent déjà une structure ordonnée qui joue le rôle de tri, finalement. Qui joue le rôle que les récits collectifs jouent pour la majorité des gens. Mais c'est une des possibilités.
Parce qu'évidemment, c'est pas 1 ou 0, c'est pas j'adhère au récit collectif, et donc je suis typique, ou je n'adhère pas du tout, et je suis surdoué. Le mode d'adhésion ou de désadhésion, il est extrêmement complexe, il varie d'un individu à l'autre. C'est pas non plus comme s'il y avait des récits collectifs uniques. Il y a au fond ces récits, ils s'incarnent, ils sont déjà transmis par les parents, par les éducateurs, ils sont pluriels, ils s'articulent, tout ça est extrêmement complexe. Et donc même le mode de manque d'adhésion, il est complexe et il varie. Et donc il y a par exemple des surdoués qui vont traiter les informations et vont les traiter grâce à l'élaboration d'un récit qui vont essayer non pas de restreindre à un champ spécifique, mais au contraire un récit qui a vocation à être totalement englobant, et dont ils vont essayer qu'il soit le plus cohérent possible, qui vont d'une certaine manière fabriquer une sorte de théorie du monde, qui vont essayer la plus cohérente possible et la plus stable possible, et qui vont avoir d'une certaine manière une espèce de système de croyance alternatif au système de croyance usuel, mais très rigide, et dont la rigidité est un gage pour eux de la solidité, et c'est ce qui leur permet d'une certaine façon de se dire qu'ils ne sont pas fous. En même temps, avec le risque de se couper, de ne pas pouvoir échanger avec les autres, d'être dans un système de croyance tellement idiosyncrasique, tellement propre à l'individu, que du coup l'échange en devient très difficile. Bon. Et puis, il y a aussi des surdoués qui vont plutôt érotiser le fait de ne pas savoir, qui vont plutôt érotiser le fait que finalement leur système de croyance à eux, le récit qu'ils élaborent est constamment mouvant, constamment changeant, ce qui va aussi donner des habiletés spécifiques, des habiletés cognitives spécifiques. Parce que quand on a ce rapport-là, plutôt le mien d'ailleurs, moi je suis très en appétit parce que je ne sais pas, parce que je ne connais pas, par les points de fragilité de mes croyances, quelles qu'elles soient politiques, philosophiques, idéologiques, et très friand d'ailleurs de voir ces croyances changer, bouger, parfois se renverser au cours du temps. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, je le mets en récit, mais c'est pas un choix conscient. Je constate que c'est de ce côté-là que va mon désir, du côté d'une imprévisibilité du temps et d'une imprévisibilité au fond de moi-même, et du fait de vivre mon existence comme une sorte d'exploration de ce que ça veut bien être qu'être moi, et de découvrir en cours de route que mes croyances changent, basculent, se transforment, se creusent, s'affinent, que des choses que je pensais absurdes, finalement, c'est là que ça se passe, ou que certaines choses se solidifient. Bon. Alors, quand on a ce rapport-là, typiquement, sur un plan strictement cognitif, ça va faire que quand on réfléchit sur un domaine, quel qu'il soit, les points de fragilité, les points où on n'a pas résolu, les points de paradoxe, ils sont maintenus très activement dans la mémoire. Ça flotte là, quelque part, très activement, parce qu'on sait que sans doute c'est là qu'il va y avoir un trésor. Ce qui amène à peu près le geste cognitif du côté de l'inconscient cognitif inverse de celui qui est celui aussi bien du fonctionnement typique que celui du surdoué, qui va plutôt être dans un fantasme de maîtrise, dans une élaboration de son récit de manière close. Et où du coup les points de fragilité sont plutôt écartés, c'est plutôt pénible là, ce qui s'y passe, voire ça peut être totalement occulté. Quand on a le rapport que j'ai et que je partage avec mes co-auteurs, ces points-là, ils sont là en permanence. Finalement, les endroits où on n'a pas résolu, les endroits où c'est branlant, l'édifice conceptuel qu'on est en train de monter, ils sont très actifs en arrière-plan. Et du coup, c'est ce qui permet d'ailleurs de vivre ces moments qui ressemblent un peu à des épiphanies, à des révélations, enfin, ces moments très jubilatoires, où tout d'un coup, il y a un changement de perspective, on sort un peu du cadre, on trouve l'angle par lequel
les choses se résolvent, et en une fraction de seconde, clac, 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 tout se met en place, et ça donne le vertige, parce que ça, pour le coup, c'est un moment d'ivresse où on a l'impression d'une sorte de toute puissance, comme si vraiment quelqu'un avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bon, c'est l'illumination, dont on retombe évidemment après, parce que il y a ce moment d'extase, d'euphorie, on a l'impression que ça résout tout, et puis bien sûr, faut pas en être dupe. Si, il faut en être dupe quelques secondes, le temps de le savourer, le temps de boire une coupe de champagne qui a une saveur inimitable, et en même temps, en savourant aussi le moment inévitable où quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on va s'apercevoir que, bah non, c'est pas encore la dernière conception, heureusement d'ailleurs, sinon il resterait plus qu'à mourir. Non, il y a encore plein de paradoxes, plein d'endroits où c'est merdique et où il va falloir encore travailler, et du coup, il y aura d'autres illuminations et il y aura d'autres traversées du désert. Bon. Mais ce rapport-là, cette manière d'érotiser le manque, ce qu'on ne sait pas, là où ça coince, la résistance, ça crée évidemment des habiletés cognitives, des manières de réfléchir. Ça conditionne évidemment le traitement de la mémoire, le traitement des informations. Bon. Et tout ça, et je n'ai fait qu'un panorama très grossier de la diversité du monde surdoué, de ce que ça peut être que de ne pas adhérer au récit collectif et de ne pas être dans l'autoroute de la norme. Au-delà de l'autoroute de la norme, il y a plein de choses. Il y a plutôt justement une forêt vierge qu'on peut défricher de 1000 manières et dans laquelle on peut se tenir de 1000 manières. Et du coup, bien sûr, des modes d'accompagnement, et vu du côté du sujet, des modes, des lieux où il va pouvoir travailler sur lui-même, il y en a beaucoup et de très différents. Ce serait absurde de croire qu'il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir fonctionner. Et finalement, la meilleure question à se poser sans doute pour le surdoué qui a envie de travailler sur lui-même, au fond, pour n'importe qui, mais particulièrement pour le surdoué. Parce que c'est là où ça rejoint la question de la douance. Même s'il souffre, même s'il se considère, entre guillemets, malade, même s'il se dit « Ah, j'ai besoin de régler ça », paradoxalement, la meilleure boussole, c'est son désir. Non pas sa conscience qui lui dit « il faut absolument que je règle ça, il faut du coup que j'aille voir la personne la plus compétente pour ça et que j'aille trouver le protocole le plus juste et en fonction des croyances qu'on peut avoir, ça va être celui-ci ou celui-là ». Finalement, cette démarche-là, elle fait perdre du temps. Au fond, la vraie boussole, c'est le désir. Parce que ce désir qui fait qu'on a plutôt envie de travailler de cette façon-là, en passant par le corps, ou d'aller voir un analyste, ou d'aller voir plutôt un coach, ou d'aller voir plutôt, je sais pas, quelqu'un des TCC, un psychiatre, et bien d'autres possibilités encore. Ce désir, non pas qu'il soit forcément fiable, à coup sûr, il a raison, il n'y a pas d'omniscience de l'inconscient non plus, il ne suffit pas de renverser les choses, ni de l'intuition. Mais ce désir, il est quand même la moins mauvaise boussole de quelque chose qui est au fond, précisément, s'il n'y a pas une solution déjà prête. Ça, c'est le cas si on adhère au récit collectif. C'est-à-dire, si on adhère au récit collectif, effectivement, quand on est déprimé ou quand on va pas bien, quand on n'est pas adapté à la société, la solution, c'est de s'adapter à cette société. C'est de régler le problème. Et au fond, le problème, il est parfaitement identifié, la finalité, elle est déjà identifiée. On le sait dans le récit collectif. Ce que c'est qu'un individu qui est à sa place et qui fait ce qu'il faut faire. Mais dès lors qu'on n'y croit pas à ça, qu'est-ce que c'est pour chacun une réalisation de soi? Est-ce que c'est même la bonne expression? Une vie épanouie, une vie libre, une vie... ça va se remplir d'un contenu extrêmement différent d'un individu à l'autre. Et du coup, ce qui va se travailler là,
doit, c'est même pas simplement peut, mais doit se travailler de la façon qui correspond à la quête de ce sujet-là. Tel que je conçois, par exemple, la psychanalyse, il ne s'agit pas d'aller chercher des causes, d'aller chercher une explication. Je ne crois pas à ça. C'est pas ma manière d'être psychanalyste. Il y a eu dans l'histoire de la psychanalyse, et il y a encore beaucoup de gens qui la pensent comme ça, l'espoir, selon moi l'illusion, que dans la petite enfance, on arriverait à trouver les causes dernières des mécanismes causaux qui entraînent tel ou tel trait de personnalité d'individu adulte. Si je suis comme ceci, si je suis comme cela, c'est parce que, alors, on irait chercher les traumatismes ou les éléments structurels dans l'enfance qui déterminent mécaniquement tel rapport au monde et telle situation douloureuse. Et une fois qu'on les aurait identifiés, notamment si on admet l'hypothèse freudienne que l'essentiel est passé par le refoulement, une fois que ça reviendrait à la conscience, d'une manière ou d'une autre, ça se réglerait. Bon, j'y crois pas, je suis pas le seul. Une bonne partie de l'évolution de la psychanalyse, à partir des années 40, 50, 60, c'est pas mal détaché de ça. Ce que je propose, ce que proposent mes co-auteurs, c'est pas quelque chose qui n'aurait aucun écho dans aucune pratique. Mais tout de même, ce qu'on est en train de théoriser autour de la question du récit, et d'un récit dont il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de parler là du récit conscient. Il y a un récit conscient que nous faisons des choses. Mais cette activité narrative, telle que nous l'envisageons, elle est profondément inconsciente et elle est constante. L'idée fondamentale d'où on part, c'est que chaque individu serait activement en train de mettre en récit chaque moment de son existence, que ce qu'il ferait en traitant les informations à un moment T, je suis là devant une caméra, je parle, je traite des informations perceptives, que ce que l'individu serait d'abord en train de faire, même s'il fait aussi d'autres choses. Là, je suis concentré sur ma parole, sur la cohérence de ce que je suis en train de dire. Mais l'idée, c'est que ce que je serais en train de faire de plus essentiel constamment, ce serait de lutter contre la sidération possible entraînée par la conscience du temps qui passe, de la mort, de la solitude existentielle, et que ma seule manière de lutter contre cette sidération, ce serait de tisser constamment un récit par lequel mon existence prend sens. Et de façon largement inconsciente. Ce qui rejoint un certain nombre de travaux neurobiologiques actuels. Je vous invite à lire les bouquins de Lionel Nakache, je crois que je l'ai déjà cité. C'est par un tout autre biais. Il retrouve des hypothèses qui sont extrêmement proches des nôtres sur le caractère très fondamental et très élémentaire de cette activité narrative. Et cette manière dont je mets mon existence en récit n'est évidemment pas ex nihilo. C'est-à-dire que bien sûr que dès la petite enfance, ça s'est articulé d'une façon très complexe, avec les projections de mes parents, avec leur récit. Et leur récit, L-E-U-R-S, leur récit au pluriel, les récits qui les traversaient. Et que c'est là-dedans que ça s'est constitué, mais que d'emblée, je n'ai jamais subi un événement, moi, être humain, je ne l'ai jamais seulement subi. Je l'ai toujours immédiatement intégré à mon récit. Et l'idée, c'est que ce récit que nous nous faisons de nous-mêmes et du monde conditionne évidemment notre rapport aux autres, notre rapport au monde, conditionne la manière dont on interprète les informations et conditionne la manière dont on agit. Et que du coup, quand il y a souffrance, c'est de ce côté-là que ça se passe. Alors, on voit bien d'ailleurs que dans une bonne partie des pratiques psychothérapeutiques, au fond, ça a été aperçu d'une manière ou d'une autre. L'erreur qui est souvent commise, c'est de minimiser, à mon sens, la part inconsciente de ce récit, encore qu'il y a un certain nombre de pratiques qui, clairement, mettent en avant le fait qu'il s'agit, au fond, d'opérer par la suggestion. Mais je ne crois pas à la méthode Coué. Je crois que ces pratiques-là, quand elles fonctionnent, c'est parce qu'elles ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à faire autre chose. Le pouvoir de la conscience me semble assez faible. Modifier la part consciente de ce récit, on peut le faire, mais finalement ça résiste. Et ça reste très superficiel.
modifier la part inconsciente, c'est pas simplement en se disant oui, bon, il faut que je me sente fort et courageux, et je vais me raconter que je suis fort et courageux, et du coup je vais interpréter les choses différemment, les interprétant différemment, je vais pouvoir agir facilement, etc. Si ça marchait, ça se saurait. Ça marche pas du tout. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que finalement ce à quoi il faut toucher, c'est cette part inconsciente du récit, il y a non seulement 1000 biais, mais il y a même 1000 finalités. Est-ce qu'il s'agit de le recomposer, ce récit? Et comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de se rabattre sur des récits déjà existants? Finalement, la psychothérapie habituelle, sur un mode typique tel qu'elle est conçue, c'est au fond ça. C'est une sorte d'extension savante, en laboratoire, en cabinet, de ce qui se produit déjà dans la vie de tous les jours. Au fond, dans la vie de tous les jours, quand on affronte quelque chose qui est douloureux, la plupart du temps, ce qui nous est offert comme soutien autour, de manière typique, c'est finalement de nous proposer des bribes de récits. Souvent incroyablement caricaturales, ces bribes. Enfin, pour le surdoué, c'est toujours extraordinaire. Ils se demandent mais comment ils peuvent croire qu'ils me consolent avec ça? Mais de ces trucs où il y a un truc très douloureux dans le couple et on le raconte autour de soi, et finalement la réponse en face, ça va être ah bah oui, mais ça, les hommes c'est comme ça, ou ah les femmes c'est comme ça, ou vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Ah bah oui, bah au bout de 10 ans c'est comme ça. On affronte des difficultés avec son enfant, on ne sait pas comment faire, on souffre, on le voit souffrir lui aussi, etc. Et puis ce qui nous est proposé, c'est ah oui, il a 12 ans, ah bah oui, bah, c'est un préado, et puis voilà, et puis on a tout dit. C'est ces espèces de termes fétiches, les mecs, les femmes, les ados, les enfants de 5 ans, les enfants de 8, c'est un garçon, c'est une fille, bon, etc. Enfin, des espèces de mots magiques qui emportent avec eux une explication qui, dès qu'on la regarde, est incroyablement sommaire, incroyablement naïve, incroyablement fragile et souvent même très bête, mais par laquelle finalement la plupart des gens se protègent. Se protègent parce qu'ils ne réinterrogent pas plus que ça. Il y a un côté magique. Ils haussent les épaules et ils délèguent la compréhension du problème dans toute son extension à autre chose. Finalement, ah bah oui, bon, bah, c'est comme ça. Au fond, j'y comprends pas grand-chose à ma vie, j'y comprends pas grand-chose à la vie, mais je sais que là, si c'est dur et si c'est douloureux, c'est parce que, et puis j'ai quelques mots magiques qui me permettent de savoir pourquoi c'est douloureux, ou de croire que je sais pourquoi. Quand on ne fonctionne pas comme ça, quand on ne peut pas se satisfaire de ça, évidemment, il faut beaucoup plus. Mais beaucoup plus, ça peut tout aussi bien être trouver une forme de récit quand même plus savant, plus solide, plus satisfaisant, ne serait-ce qu'intellectuellement, même si très cohérent, assez clos, auquel on va pouvoir se raccrocher. Et ça peut fonctionner. Et ça peut, pour quelqu'un, être la voie. Bon. Celui-là, tel que je le conçois, par exemple, c'est pas un analyste qu'il faut qu'il aille voir. Bon, en tout cas, c'est pas moi comme analyste. Parce que ce que me semble être l'analyse, et c'est que d'abord comme ça que je l'ai vécu comme analysant, il y avait quelqu'un qui, dans un commentaire sur une vidéo, disait on aimerait bien en savoir plus sur toi, sur ton parcours. J'ai pas envie de m'étendre sur ma vie privée. Quand je lâche des bribes de ça, c'est parce que ça sert à un raisonnement. Mais pour le coup, la manière dont je l'ai vécu, c'est d'abord, j'ai fait une analyse, moi, et pour régler des problèmes. Enfin, c'est pas parce que je voulais devenir psy. Je voulais pas du tout devenir psy. Ça m'intéressait pas du tout. Ce que je percevais comme un psy, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis et qui écoute les malheurs des autres, ça m'intéressait mais pas du tout, du tout. Écouter les malheurs de mes proches, de mes amis, oui, trop peut-être, sans doute, croire que je pouvais y faire quelque chose, m'y brûler les ailes, ça oui éventuellement, mais alors en faire un métier, de recevoir des inconnus et d'entendre leurs souffrances, mais non, pas du tout, du tout. Et en travaillant sur moi, ce que j'ai plutôt constaté au fil des années, outre les horizons que ça ouvrait, justement, c'est plutôt l'étendue de la méconnaissance, pas simplement de ma méconnaissance sur moi-même, déjà ça, de ma méconnaissance sur moi-même, mais l'étendue finalement de la méconnaissance de l'être humain sur lui-même.
oui, j'ai lu beaucoup, mais ce que j'ai découvert, c'est plutôt des concepts qui étaient infiniment fragiles. On ne peut pas raisonner son concept, donc c'était des outils avec lesquels jouer, mais d'un jeu, et c'est ça qu'il avait d'intéressant, qui montrait plutôt toute la part de ce qu'il y avait à découvrir, où le concept, c'est plutôt éloquent à quel point très régulièrement il ne marche pas, mais à quel point il faut le réinventer quasiment à chaque situation et à chaque problème. Donc, ça a plutôt été ça qui m'a progressivement conduit à l'évidence que pour poursuivre l'exploration, il allait falloir que je m'asseye dans le fauteuil de l'analyste et que je travaille sur la parole des autres. Mais pour poursuivre l'exploration de ce que c'est que la psyché. Ça, c'est mon chemin, ma quête. Enfin, c'est une de mes quêtes, mais assez essentielle. Et paradoxalement, le cadre psychanalytique m'a fait apercevoir que c'était justement le fait que l'analyste éventuellement soit dans cette quête-là qui permettait à l'analysant, à celui qui vient travailler sur lui, de pouvoir faire exister la sienne et de pouvoir faire exister sa quête à lui dans sa différence de la quête de l'analyste. Et que les deux interagissent mais ne se confondent pas. Ils ne visent pas la même chose. Bon. Alors, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, et en effet, c'est ça qui me paraît très précieux dans une certaine psychanalyse telle que je la comprends, c'est son ouverture. C'est-à-dire, c'est le fait que s'y ouvre un horizon potentiellement infini, parce qu'on ne croit surtout pas qu'on a compris comment fonctionne le psychisme. Et en ça, c'est une opposition assez radicale avec la façon dont, aujourd'hui en tout cas, sont construites les études de psychologie. Non, je ne suis pas passé par la fac de psycho, j'aurais pu. Et après, je dis ça, mais bien sûr qu'il y a un certain nombre de psychologues qui ont su prendre distance par rapport à la façon dont c'est très dogmatiquement enseigné à la fac, et dont la pratique fait qu'ils sont positionnés d'une manière extrêmement ouverte. Et bon, je ne suis pas du tout en train de condamner une pratique, surtout qu'à rebours, ce qui me fascine toujours, parce que malgré tout, dans la formation de l'analyste, normalement, il doit faire une analyse. Ça, tous les analystes ont officiellement fait une analyse. Enfin, ils se sont tous mis sur un divan pendant des années pour travailler sur eux, ou en tout cas, ils sont allés travailler sur eux. Mais finalement, travailler sur soi, ça fait tout et rien dire. Ce qui me paraît, moi, une sorte d'évidence, c'est-à-dire que quand on a travaillé vraiment sur soi, on s'est confronté à la complexité, au degré de complexité de la psyché, et du coup à l'extraordinaire degré de fragilité des concepts, et qu'on ne peut surtout pas penser qu'on maîtrise ce que c'est que la psyché humaine, déjà pas la sienne, a fortiori celle des autres, mais pour autant, il y a un certain nombre de psychanalystes, j'en ai croisé pas mal, qui eux n'ont pas du tout fait cette expérience sur le divan. Et eux, ils n'ont cessé, en racontant ou en se racontant à eux-mêmes leur histoire et en travaillant sur leur histoire, ils n'ont cessé finalement de corroborer les concepts et de se dire que bah oui, tout ça s'emboîtait bien avec, alors je ne sais pas quelle théorie, pour certains la théorie lacanienne, pour d'autres celle de Melanie Klein, le Freud, Jung, etc. Et puis, bon, ils ont tout fait rentrer dans les bonnes boîtes et ils ont constaté que ces boîtes étaient magiques, merveilleuses, et ils sont analystes de cette façon. Alors, c'est très critiquable, mais quand même, pour les adversaires de la psychanalyse, avoir un peu conscience du fait que l'écrasante majorité des gens qui font des TCC ou qui sont psychothérapeutes ou qui font de la psychologie ou de la systémique, etc., ont le même rapport totalement fétichiste à leur cadre théorique, et que leur cadre théorique, il est à peine moins fragile quand il ne l'est pas beaucoup plus. Enfin, voilà, je ne vais pas répondre. Il y avait un commentaire qui nous disait de manière très péremptoire la psychologie, elle, est scientifique, la psychanalyse ne l'est pas. Déjà, la psychologie, enfin si, bah, d'ailleurs me voilà en train de répondre, la psychologie, déjà, ça n'existe pas. Enfin, il y a différentes écoles qui disent des choses très contradictoires, et oui, il y a une psychologie cognitive qui essaye d'être scientifique, mais qui, au fond, est très spéculative et dont la scientificité, je l'ai déjà évoqué, est extrêmement problématique. Bon, pour pas dire plus. Et en même temps, il y a des travaux très intéressants là-dedans.
pas de ça que c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train d'invalider la démarche. Donc, la psychanalyse, telle que je la conçois, elle est plutôt une invitation à ceux des surdoués qui, même s'ils sont mus par une souffrance, au fond, ce qu'ils cherchent, c'est cette sorte de voyage, c'est cette sorte de mystère qui s'ouvre en commençant à essayer d'entendre son inconscient, et où l'existence devient d'une certaine façon encore plus mystérieuse, même si à certains moments, du coup, de manière paradoxale, il y a des choses qui surgissent comme des évidences et ça aide à résoudre, ou disons plus exactement, des choses qui étaient des nœuds se résolvent un peu tout seuls, parce que pour le coup, Sandrine Gianola disait lors d'une rencontre avec les lecteurs, la psychanalyse, ça marche quand on ne sait pas pourquoi, et je la rejoins tout à fait. En effet, c'est tellement complexe que quand ça marche, ni l'analysant ni l'analyste ne sont capables de savoir exactement pourquoi ça a marché. On a touché à quelque chose et il y a eu des effets. Mais par quel chemin exact c'est passé, on ne le retracera jamais, même si on y passait 5 siècles. Donc, pour les surdoués qui ont ce type de rapport à l'existence, la psychanalyse telle que je l'entends, telle que je la conçois, peut être un cadre extrêmement fécond. Et extrêmement fécond, pas simplement jubilatoire, extrêmement fécond pour travailler sur des souffrances. Mais c'est pas l'ensemble des surdoués, et il y a beaucoup de surdoués pour qui d'autres cadres vont être beaucoup plus judicieux. Et fondamentalement, ce qu'il faut surtout écouter, c'est pas les marchands de poudre de perlimpinpin, il y en a un certain nombre, je ne vais pas les nommer, mais vous serez capable de reconnaître, parce que bien sûr que cette affaire, c'est un marché, et bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent et qui savent qu'il y a une souffrance, et qui disent, voilà, pour les surdoués, je sais exactement ce qu'il faut faire, venez me voir, et j'ai des protocoles, ça, c'est complètement bidon. Les gens que j'ai croisés, et qui accompagnent des surdoués dans d'autres pratiques, ceux qui avaient l'air, selon moi, de faire du bon boulot, ils étaient d'abord très humbles. Et finalement, ils font du bon boulot quand ils réinventent à chaque fois, pour chaque personne, leur protocole. Donc, bien sûr que il faut commencer par mettre à l'écart tous ces discours, toutes ces solutions toutes faites, même et surtout quand on est dans une grande souffrance. Et même et surtout quand on est dans une grande souffrance, il faut, je pense que le premier geste, même au fond, pour s'en sortir, c'est d'oser se poser comme sujet de ce travail, c'est-à-dire de ne pas se dire qui va savoir pour moi comment me faire aller mieux, mais par où j'ai envie de passer, où j'ai envie d'aller pour aller mieux et pour travailler sur cette souffrance. Et c'est cette envie qui doit être le moteur. C'est ça, la vraie boussole.